Eh bien, écoutez, on est pile à l'heure pour démarrer cette magnifique bulle. On a la chance d'avoir BPI France, la région, des entrepreneurs, bref, le casting de rêve pour pouvoir faire cette bulle des régions. C'est vous le casting de rêve, c'est ça, Charline, c'est ce que vous dites? Vous partagez avec vos collègues pour le faire. Donc, on va parler aujourd'hui de la technologie au service de la santé des femmes en Île-de-France. Eh ben oui, il manque Raphaël pour l'instant, mais on ne va pas attendre tout le monde. On va démarrer sans Raphaël qui va nous rejoindre. On l'a fait avec Philippe Duchamp juste avant et on va y arriver. Donc, écoutez, avant toute chose, ce que je vous propose, c'est que pour leur donner plein d'énergie, on les applaudisse bien fort. Ils le méritent. Ils ont bravé déjà, vous avez traversé pratiquement toute l'Accor Arena pour arriver. Plusieurs interviews, c'est ça? Alors n'hésitez pas, vous avez des... Alors l'avantage c'est qu'il y a 3 micros et que vous êtes 3 pour l'instant, donc ne vous battez pas. Voilà. Vous avez fait plusieurs interviews? Oui, on a déjà rencontré pas mal de gens, des entrepreneurs. Ah bah ça tombe bien, ils sont là, ils sont en face de vous, ils sont là pour vous écouter. Donc Jérôme, c'est vous qui allez démarrer. Les nouvelles de BPI, la région Île-de-France, qu'est-ce qui se passe de nouveau et quel est l'impact aujourd'hui justement de BPI France sur son territoire prioritaire? Parce que je rappelle, non pas que vous aidez que les franciliens, mais que vous êtes basé avec votre siège notamment à Maisons-Alfort. Alors oui, on est une entreprise du territoire francilien, puisqu'on est, on va dire, une grosse ETI de la banque. Voilà, on est installé historiquement à Maisons-Alfort. Avant de parler de ce qui se passe de nouveau, moi je voudrais rappeler aussi ce qui se passe d'ancien, parce qu'on a un partenariat avec la région Île-de-France qui est ancien, qui est solide et qui est sur toutes les verticales. Ah. Non, c'est bon, c'est Raphaël qui arrive. Voilà. Raphaël. Bon. On est en partenariat avec la région de longue date. Et on a l'avantage, et Charline, vous le confirmerez, mais d'avoir une grande confiance, une grande relation de proximité qui nous permet d'échanger sur les dossiers et sur les grands axes qu'on souhaite développer. Les derniers grands axes qu'on a développés, c'est plutôt sur l'aspect green, puisqu'en fait, on a renforcé la garantie verte, c'est-à-dire qu'on vient, quand les banques nous disent on a un financement à faire, mais on a besoin de garanties complémentaires, grâce à la région, en fait, on peut aller plus loin sur les thématiques vertes. Autre fonds assez récent, c'est le fonds sur la décarbonation, où on a monté à votre initiative, la région, on est venu vous rejoindre sur ce fonds-là. Il y en a un autre qui est en cours et qui est plus la thématique de ce matin, c'est sur les Femtech. Et Charline, vous détaillerez peut-être un peu plus ce que ça veut dire, parce que ça interroge ce mot Femtech et c'est vraiment l'identification d'une vraie faille de marché de l'investissement. Et puis, on a tous les dispositifs Up, InnovUp notamment, qui sont très puissants. Et là, peut-être que vous détaillerez un peu plus. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là ce matin parce que en fait, on a le même objectif qui est de développer le tissu de start-up, PME, ETI de l'Île-de-France avec des réflexions très poussées. La dernière organisation de la région en témoigne, de se dire... aider les entreprises, c'est bien, mais il faut aussi penser à la formation et donc une vraie logique dans la réorganisation toute récente que vous menez. Et pour nous, c'est vraiment important parce que c'est donner du carburant aux entreprises. Alors, merci beaucoup. On voit, Charline, que vous êtes DGA entreprise et emploi. Donc, j'allais dire, on est vraiment au cœur de la machine. Quand on ne parle pas souvent assez de l'industrie en Île-de-France, on parle beaucoup des loisirs, on parle beaucoup des services, mais on est sur un vrai territoire industriel historique et justement dans lequel vous êtes en charge de l'accompagner dans son développement et de créer des nouvelles sources d'oxygène sur cette partie industrielle. Oui, la thématique de la réindustrialisation, c'est un peu une priorité de la présidente de région et de la région. C'est notre compétitivité qui est en jeu, nos emplois et donc un ensemble d'actions
qui vont d'intervention en subvention, mais aussi pour soutenir l'innovation avec des dispositifs comme InnovUp, et puis récemment des interventions en haut de bilan avec un fonds réindustrialisation, un fonds décarbonation. Donc c'est une très très grosse focale pour la région Île-de-France. Le but, voilà, c'est réindustrialisation, innovation, rayonnement et des dispositifs qui, on l'espère, répondent au mieux aux besoins des entreprises. Le petit sujet sur la réindustrialisation, c'est aussi un sujet de foncier. Il n'y a pas que les aides. Donc, ça me semble important de dire un tout petit mot de cette préoccupation qui est celle des entrepreneurs que vous êtes sans doute. Le foncier en Île-de-France, il est cher. On est dans une donne où on fait du zéro artificialisation nette. Et malgré tout ça, eh bien, la région elle a sanctuarisé 28 000 hectares pour du foncier économique dédié à la réindustrialisation. Et puis, elle a des outils comme une foncière qui permet de travailler sur ces questions. Les sujets d'industrie, on vient de s'en parler avec des entrepreneurs, c'est aussi des sujets de compétences. Et en effet, Jérôme, vous disiez qu'on va bientôt réunir les forces du développement économique et des compétences dans une même direction. Le but, c'est quoi? Eh bien, c'est de combler les besoins en matière de compétences. Les entrepreneurs ont du mal à recruter et donc il faut être au plus près des besoins. Je ne vais pas être longue, mais je vous dis juste une chose qui illustre ce qu'on peut faire et qu'on peut faire de mieux, enfin qu'on peut faire de plus en matière de compétences et d'industrie. On va lancer un parcours industrie pour 10 000 demandeurs d'emploi qu'on fait rentrer dans une plateforme qui est une plateforme de gamification qui donne très envie de connaître les métiers de l'industrie. Ça s'appelle Fort Industrie, donc 10 000 demandeurs d'emploi qui rentrent dans cette plateforme, on les attire et ensuite avec France Travail, on les forme selon nos dispositifs de formation et puis ensuite on fait un appariement entre les besoins des entreprises et les personnes qu'on aura formées. Voilà, c'est une manière pour moi de couvrir les choses et de vous dire qu'on apporte des aides en financement, qu'on sait que le foncier c'est important et qu'on sait que le sujet des compétences c'est au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Alors merci beaucoup, en tout cas ça permet de voir que vous êtes vraiment cette équipe gagnante au bénéfice des entrepreneurs. Je vois Bertrand qui hoche de la tête, je vais vous lui laisser tout de suite la place. Bertrand, vous représentez la maison Roboté, c'est bien ça ? Absolument. Vous allez nous en dire bien évidemment quelques mots et puis surtout nous expliquer comment vous, quand vous avez votre projet, vous le lancez, vous avez cette fameuse équipe gagnante qui vous accompagne. Comment ça se passe? Mais déjà, votre maison Roboté, vous y faites quoi? La maison Roboté, c'est une maison, une entreprise qui développe un micro-robot, donc un très petit robot qui fait vous le montrez là, il est 2 là. mm. Je le montre là, effectivement, j'aurais dû l'amener. Et c'est un robot neurochirurgical qui, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, qui va aider les neurochirurgiens à intervenir sur les cerveaux malades de patients, dans le cas de tumeurs, donc de cancer du cerveau, de maladies neurodégénératives, un peu plus tard de maladies neuropsychiatriques, sur des pathologies très lourdes qui touchent beaucoup de monde de par le monde, et pour lequel aujourd'hui il y a des outils extrêmement rudimentaires qui notamment se déplacent en ligne droite, alors que là on a un robot qui peut aller aux différents endroits à traiter. Voilà, donc c'est un développement très lourd en termes de recherche initiale et puis ensuite de recherche médicale. Et pour faire une transition sur la suite, on a besoin effectivement d'avoir des partenaires et tout un écosystème qui nous soutiennent tout au long de ces différentes étapes. Et puis l'étape actuelle, c'est l'étape médicale, mais aussi le début de l'industrialisation, donc de la fabrication du micro-robot, donc avec les problématiques d'embauche justement et d'industrialisation. Et c'est le rôle qu'a très bien joué, continue à jouer très bien BPI, en nous aidant dès le départ avec différentes aides, French Tech, l'aide Deep Tech, parce qu'on est extrêmement Deep Tech, on est vraiment de la technologie extrêmement poussée, avec beaucoup de scientifiques. C'est combien de temps entre le moment où vous y pensez, vous avez envie de le faire, et le moment où on a les premiers produits qui arrivent sur le marché? Ouais, c'est beaucoup de temps. Je pense que certains ici n'étaient peut-être pas nés quand l'idée a germé, mais je pense qu'avant que les produits arrivent sur le marché, c'est une douzaine d'années. 12 ans. Voilà, 12 ans.
Donc là, on en est à 8-9 ans. On va être médical, on va être au bloc chirurgical, donc on va être à l'hôpital l'année prochaine. Mais il y a tout un processus réglementaire, on ne va pas dans le cerveau comme ça. Il faut être validé pour ensuite être commerciaux, heureusement, vraiment heureusement. Et donc, c'est vraiment un temps long et il faut pouvoir soutenir l'effort pendant toute cette durée pour ensuite avoir un produit qui sera une révolution chirurgicale, neurochirurgicale pour la santé du cerveau mondiale. Donc, c'est vraiment un produit qui a vocation à être distribué partout dans le monde. Charline Avenel, comment vous accompagnez et j'allais dire comment vous vivez cette fierté de se dire finalement ce qui va peut-être changer le monde et sauver le monde, bah, ça se passe en Ile-de-France et c'est aussi un peu grâce à nous. Et moi, je voudrais rebondir sur le sujet qui est le vôtre et je crois le vôtre aussi, qui est celui de la Femtech, parce que c'est un peu ça que je suis venue présenter ce matin. C'est un petit objet parmi beaucoup d'objets qu'on finance, mais je voulais annoncer, on l'a déjà fait à Vivatech, vous n'avez pas la primeur, mais le fait que nous créons un fonds Femtech sur la santé des femmes. Femtech, c'est la contraction entre female et technologie. Ça couvre des besoins qui correspondent à des pathologies spécifiquement féminines ou au contraire des pathologies qui ont une prévalence plus forte chez les femmes, comme les problèmes cardiaques par exemple. Et eh bien, pour faire émerger des solutions, pour faire vivre des entreprises sur cette thématique absolument essentielle, on a besoin de financement. Et aujourd'hui, il y a un marché qui est absolument incroyable. Aux États-Unis, on estime à 140 milliards d'euros les perspectives de croissance sur la Femtech d'ici 2030. Et en France, on pense que peut-être on va réussir à lever 38 millions d'euros sur le sujet dans les prochaines années. Donc vous voyez, on n'est pas du tout à l'échelle. On n'est pas du tout à l'échelle et on n'est pas à l'échelle des besoins qui sont immenses. Et ils sont immenses parce qu'il y a des failles de marché, parce que les financeurs sont des hommes, parce que les chercheurs ne cherchent pas assez sur la santé des femmes, parce qu'on ne traduit pas assez la R&D en success story. Et donc, pour toutes ces raisons, la région Île-de-France a décidé de créer un fonds Femtech. Donc nous, on va mettre 5 millions d'euros. On espère très vite aller chercher d'autres investisseurs pour 20 millions d'euros, et puis plus, je l'espère. Il faut avoir de grandes ambitions. Et ça doit nous permettre de financer des entreprises comme les vôtres et de les faire passer de l'idée à la réussite. Et voilà, j'ai beaucoup d'espoir sur le sujet. Un succès qu'on espère mondial, en tout cas, parce qu'effectivement, il démarre sur un territoire, mais effectivement, les besoins et en tout cas la capacité de déploiement, elle est mondiale. On parlait de Femtech, qui de mieux qu'une femme pour nous en parler? Alors, j'ai rien contre vous, Bertrand, hein, absolument, hein, mais effectivement, on accueille Raphaël. Alors, vous, Raphaël, vous êtes la dirigeante de Matricis, et donc vous allez nous dire effectivement en quoi vous intervenez sur une particularité qui est effectivement plutôt féminine. Oui, merci. Je pense que plus que mon genre, ce qui fait que c'est pertinent, c'est le sujet de mon entreprise. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. En l'occurrence, nous, ce qu'on développe, c'est des dispositifs d'intelligence artificielle pour aider les professionnels de santé à mieux diagnostiquer les pathologies gynécologiques. C'est des intelligences artificielles qui permettent de repérer sur des images médicales, donc soit des images d'échographie, soit des images d'IRM, les patterns qui sont significatifs pour les différentes maladies qui touchent l'appareil reproducteur féminin, notamment l'endométriose que probablement vous connaissez tous, et aussi l'adénomiose, le syndrome des ovaires polykystiques, les myomes et les fibromes utérins. L'intelligence artificielle pour la radiologie, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Il y a déjà des centaines de produits d'IA basés sur de la computer vision, donc cette technologie d'IA qui lit les images qui sont à destination du médical et de l'image médicale. Mais il n'y en a aucun dans le monde pour aucune des maladies gynécologiques, alors qu'elles touchent une proportion énorme des femmes. Rien que l'endométriose, par exemple, c'est une femme sur 10. Les myomes et les fibromes utérins, ça peut monter jusqu'à 50% dans certaines populations. Donc c'est vraiment des pathologies qui ont des prévalences qui sont extrêmement élevées. Et en plus de ça, elles sont aussi très mal diagnostiquées, ce qui se traduit par des errances médicales particulièrement longues, de 5 à 10 ans. Et donc il y a un besoin extrêmement fort pour le diagnostic. Et le diagnostic, c'est la première brique qu'on doit poser pour pouvoir avoir à la fois un résultat qui est fiable pour la patiente, et puis aussi pour pouvoir développer des traitements
Parce que si on n'est pas capable de correctement diagnostiquer des patientes dans le soin de routine, c'est très très dur de mettre des thérapies sur le marché parce qu'on ne va pas pouvoir faire des essais cliniques correctement puisque les endroits où les patientes seront recrutées ne le feront pas nécessairement de la bonne façon. Et donc nous, on développe ça en Ile-de-France. On a été pas mal aidé par la région Ile-de-France à plusieurs niveaux. Déjà au tout début, par un incubateur qui s'appelle Wilco qui donne des prêts d'honneur aux entreprises qui sont très jeunes pour leur permettre d'étudier la faisabilité de leur projet. Ensuite, par la suite, par différentes subventions, et notamment InnovUp que vous mentionniez tout à l'heure, dont on a été lauréat en 2025, cette année. Et en plus de ça, on est aussi très très ancré dans la région parce qu'on est une spin-off de 2 instituts d'ici. L'INRIA, qui est le Centre national de recherche en intelligence artificielle et en robotique, et la PHP, l'assistance publique, les hôpitaux de Paris. Donc évidemment, un centre où il y a une expertise médicale qui est assez exceptionnelle. Et en particulier, je trouve que c'est très très pertinent de faire un fonds Femtech spécifiquement en Ile-de-France parce que c'est un truc qu'on ne sait pas forcément beaucoup, mais la France, c'est un peu le pays de la gynécologie. Notamment sur l'endométriose en particulier. Les plus grands médecins du monde qui connaissent cette pathologie sont en France et au Brésil. Il y a d'ailleurs une très forte amitié franco-brésilienne autour de l'imagerie gynécologique. Et les meilleurs instituts de France sont en Ile-de-France. Et donc il y a une concentration de compétences qui est absolument exceptionnelle. Aussi pour la partie tech, évidemment, justement, les grands instituts de recherche. Mais pour la partie santé des femmes, ça fait, je trouve, particulièrement sens. Merci beaucoup. Peut-être revenir à la genèse de votre projet. Je me mets à la place de beaucoup de gens qui sont dans la salle. On a des envies, on a des idées. Comment on fait déjà, peut-être vous, qu'est-ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous étiez entrepreneur ou pas? Et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous vous dites j'ai envie de penser grand, et comment je vais aller voir justement des acteurs pour me permettre de développer grand? Alors, les projets en santé, souvent, c'est... Donc, soit on vient du monde de la santé, on est médecin, ce genre de choses, médecin, pharmacien, etc. Soit c'est plutôt des rencontres, et donc des gens qui ont été confrontés, soit eux-mêmes, soit leurs proches, à la maladie. Et moi, c'est clairement cette deuxième catégorie. Il se trouve que ma meilleure amie, qui est maintenant mon associée, est elle-même atteinte d'endométriose. Je l'ai vue errer pendant des années avec des souffrances vraiment extrêmes sans jamais savoir ce qu'elle avait. Alors que justement, elle vit en Ile-de-France et qu'elle avait accès aux meilleurs soins du monde. Malgré ça, les errances médicales restent de plusieurs années. Et donc c'est à partir de ça que j'ai décidé de monter la boîte. Et moi, je n'étais pas entrepreneuse avant, mais j'avais une assez forte connexion à l'entrepreneuriat parce que j'ai travaillé à Agoranov, qui est un autre institut de la région, qui est un incubateur de start-up tech. Moi, j'avais une formation très académique, j'ai fait Normal Sup en physique, donc du coup, j'avais vraiment une formation très scientifique. Et l'objectif d'Agoranov, un petit peu comme Wilco où on a été, c'est d'accompagner des technologies issues des laboratoires de recherche publique sur le marché. Donc du coup, j'avais eu cette expérience-là et j'avais vu pas mal d'entreprises deep tech, ce qui m'a pas mal aidé à lancer la boîte. Bertrand, vous voulez peut-être réagir aussi sur la genèse et Oui, alors dans mon cas, moi je suis ingénieur, je suis roboticien, mais pas du tout initialement dans le domaine médical, et j'étais confronté directement à ma mère en fait, qui a été diagnostiquée avec un glioblastome, donc le pire cancer du cerveau. J'ai vu à quel point c'était épouvantable et pas du tout traité ou très mal traité. Et quelques années après, l'idée d'un micro-robot pour intervenir dans le cerveau est née. Et je pense qu'effectivement, ce qui est très important, c'est pour se lancer dans une idée un peu folle ou une idée ambitieuse, c'est d'être très bien entouré. Et on a la chance extraordinaire en Ile-de-France, à Paris aussi, d'avoir des médecins, des hôpitaux, des institutions avec une notoriété, une réputation et une concentration de talents exceptionnelle et des gens très ouverts, notamment la PHP également, mais aussi dans les centres universitaires. On a travaillé très vite avec la Sorbonne, avec l'Hôtel-Dieu, avec la PHP, et ce terreau de médecins et de chercheurs extrêmement pointus et extrêmement intéressés par des aventures entrepreneuriales aussi au long cours, c'est unique. Et je pense que c'est important d'avoir aussi des acteurs comme la région, justement, un véritable hub. Et BPI qui aident, BPI, pardon, pas BPI, qui aident ensuite les entrepreneurs et tout cet écosystème. Parce qu'en fait, c'est un travail de l'entreprise, mais de tout son écosystème, vraiment, dans des situations comme les nôtres. Alors, on voit bien que vous avez deux entreprises qui sont hautement technologiques, avec une visée qui effectivement n'est absolument pas que territoriale, mais j'allais dire votre territoire, c'est le monde, hein, très rapidement.
comment vous, les acteurs, entre guillemets, qui derrière vont les accompagner, vont les financer, vous avez des spécialistes justement pour, entre guillemets, se dire « Ouh là là, il va falloir qu'on investisse pendant un certain temps parce que, entre guillemets, le ROI ne sera pas dans les 6 mois, quoi. » Donc, est-ce que vous avez justement, notamment chez BPI France, des experts dans ce sens pour pouvoir accompagner ce type de spécificité de deep tech et autres? Alors, ça repart déjà de notre organisation qui est au plus près des territoires, parce qu'en fait, on dit BPI France, et j'ai toujours peur que ça paraisse comme une organisation un peu obscure, mais en fait, on a des chargés d'affaires qui sont venus vous voir très certainement à l'origine du projet, qui vous ont dit non, en fait, fais pas comme ça, mais peut-être comme ça. J'utilise le tutoiement avec volonté, parce que c'est vrai que les chargés d'affaires chez nous ont tendance à tutoyer les dirigeants. Oui, c'est du banquier voilà, qui tutoie. Voilà, on est plutôt sur le tutoiement, mais sur le conseil, en disant mais en fait tu devrais peut-être plutôt aller dans cet axe-là, peut-être que là c'est pas le moment d'aller ici. Alors je salue Corentin qui est juste derrière, qui vous accompagne, donc vraiment c'est le premier pas déjà. Et ensuite, on peut monter en puissance grâce au dispositif financé par la région aussi pour faire le pas suivant. Et le pas suivant, c'est lever des fonds. Et puisqu'on est sur la thématique de la vérité, il faut dire qu'on est tous acteurs de ça et que vous avez tous une banque et que vous pouvez aller voir votre banque et lui demander si elle a investi dans le fonds Femtech. Ce sera une très bonne idée. Comme ça va permettre de démultiplier l'apport que fait la région, parce qu'en fait, c'est des banquiers essentiellement qu'on va chercher là-dessus. Donc, n'hésitez pas demain à aller dans votre agence en disant « Est-ce que vous avez investi ?» Donc, c'est cette volonté d'aller pas à pas. Et en plus, on a aussi une gamme de conseils qui permet de structurer quand l'entreprise va arriver à un stade plus industriel, et de donner du conseil avec des consultants externes qui vont pouvoir aider toujours dans la structuration. Donc il y a le cash, mais il y a aussi le conseil à côté qui est très important. Donc c'est vraiment cette volonté de voir grandir l'entreprise, de lui dire que en fait c'est très bien, on l'a aidé sur les premiers pas, mais il faut qu'elle reste aussi dans le territoire. On en parlait tout à l'heure, le foncier, c'est un peu... Je vois Charline Avenel qui sourit en disant « Ah bah oui hein. !» Le foncier, il faut arrêter de se dire qu'il n'y a pas de foncier en Ile-de-France, parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai pas retenu le nombre de mètres carrés. 28 000 hectares, donc ça laisse de la place, je pense. C'est une belle propriété. Et donc, et puis de toute façon, on va pas se mentir, mais si on veut continuer à recruter des talents, le territoire de l'Île-de-France, c'est quand même absolument génial. Tu disais tout à l'heure, il y a tous les médecins, tous les spécialistes qui sont là. Donc c'est quand même aussi beaucoup plus facile de rester dans ce territoire et de grandir dans ce territoire. Donc voilà, c'est la force aussi de l'Île-de-France. Aujourd'hui, vos entreprises, c'est des personnes, évidemment, des lieux. Vous êtes basés où et combien vous avez de collaborateurs? Nous, on est basé à Paris. Quel arrondissement? Est-ce que rive droite, rive gauche? Rive gauche, en l'occurrence, Paris 15e maintenant. On vient juste de bouger. Et on est 6 dans la boîte actuellement, plus énormément de médecins qui travaillent à temps partiel pour l'entreprise, plus d'une vingtaine actuellement, dont qui sont exclusivement en Ile-de-France ou au Brésil. Et oui, du coup, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on n'a pas tellement de problèmes de foncier parce qu'on n'est pas une boîte industrielle, donc vraiment, ça, c'est pas un sujet. Mais globalement, c'est vrai que monter une boîte en Ile-de-France, c'est un peu jouer avec le Joker dès le début, honnêtement. C'est clairement beaucoup plus facile pour attirer les gens. Enfin, bien sûr, tous les acteurs nationaux ont une antenne ici, le réseau médical et puis le réseau de laboratoire, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et le 15e est particulièrement bien doté en environnement médical de recherche sur énormément de sujets, quoi. Oui, alors nous, on travaille surtout avec l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est pas plein centre de Paris, là. Exactement, plein centre de Paris, vue sur Notre-Dame, c'est assez chouette. Mais donc, du coup, dans Paris, de toute façon, le choix de l'arrondissement n'est pas vraiment lié à ça. Tout le monde peut prendre le métro, quoi. Ok. Nous, alors, on a commencé à l'Hôtel-Dieu. On a été hébergé 2 ans et demi gracieusement à l'Hôtel-Dieu. Donc, c'était assez extraordinaire pour nous. Et maintenant, on est dans le 14e à Cochin, où il y a une très belle pépinière d'entreprise. On est juste à côté donc, de Curie, Pasteur,
pas très loin de l'Hôtel-Dieu, de la Sorbonne, de tous ces endroits avec lesquels on collabore beaucoup, de Veranex, l'endroit où on fait nos essais précliniques, qui est dans le 14e. Donc on peut y aller quasiment à pied et c'est génial. Ce que je vous souhaite, si on accélère, il va vous falloir des locaux industriels pour pouvoir, pour pouvoir produire, et j'espère produire en grande quantité. Justement, c'est quoi la suite? C'est-à-dire comment ça se passe? La suite est de produire ici, en Ile-de-France. C'est ça notre plan. On n'a pas changé nos plans en fonction de l'actualité internationale pour l'instant. Je ne pense pas qu'on ait à le faire, mais en tout cas, effectivement, notre objectif, c'est déjà maintenant, on cherche un lieu un peu plus grand pour pouvoir installer ce qui s'appelle une salle blanche. Donc c'est un laboratoire stérile qui permet de fabriquer le micro-robot pour les utiliser ensuite dans des blocs opératoires avec des patients. Et donc on fait ça ici et on veut pouvoir dupliquer ensuite cette salle blanche et avoir des espaces plus grands de fabrication. Et pour l'instant, tout ça, on a envie et volonté de le faire en Ile-de-France. Justement, je vous voyais écouter ça, Charline Avenel, avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, prévu des hubs avec des spécificités, des clusters? Alors, c'est plus compliqué depuis le Covid de parler de clusters, mais en tout cas de pôles de compétitivité qui se déploient et qui vont permettre de continuer à accompagner justement ces pépites. Non, mais d'abord, j'étais en train de penser avec qui vous mettre en contact, très directement. Parce que c'est ça qui est intéressant quand on commence à suivre une entreprise, qu'on lui donne, qu'on lui octroie une subvention au démarrage, puis peut-être elle rentre ensuite dans les aides en haut de bilan. Et ensuite, bien l'idée, c'est de rester à l'écoute de vos besoins. Et donc, j'étais vraiment très concrètement en train de me dire qu'il fallait que Jonathan, qui vous avait suivi, vous mette en contact avec Pauline qui s'occupe du foncier. Et donc voilà, j'étais très, très concrète sur un enchaînement d'accompagnement qui a du sens pour l'entreprise. Au-delà de ça, nous, on a sur les questions de foncier, on a identifié, on a cartographié, on a mené un travail gigantesque de foncier disponible. Donc c'est ça qu'on peut mettre à votre disposition. On a aussi créé des outils. Il y a un outil qui s'appelle Smart Implantation, par exemple, qui permet de repérer le foncier disponible. Et donc, voilà, c'est un ensemble d'outils de mise en réseau et d'accompagnement finalement très personnalisé qu'il faut qu'on puisse apporter aux entrepreneurs sur toute la liste de leurs besoins. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous aurez des besoins en compétences. Et peut-être qu'on pourra accrocher ce qu'on fait en formation professionnelle pour vous proposer des formations un peu sur mesure et vous permettre de recruter. Vous n'en êtes peut-être pas encore complètement là et puis c'est pas forcément le même type d'emploi. Mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on construise au plus près des besoins et en mettant chaque brique les unes après les autres. Une vision systémique, mais en même temps Absolument. Une organisation très opérationnelle. Oui, très opérationnelle, mais très systémique. Et il faut que ceux qui accompagnent au sein du pôle que j'ai la joie d'animer fassent ce jeu de transfert. Et puis c'est vrai aussi avec nos partenaires. Et de ce point de vue, ça marche plutôt bien avec BPI et d'autres partenaires avec lesquels on est dans cette approche systémique de réseau et de réponse aux besoins des entreprises. Oui, parce que l'idée, c'est effectivement pas que chacun ait son dispositif, mais que vous soyez ensemble au bénéfice de vous, les entrepreneurs. Vous avez évoqué tout à l'heure des sujets autour de l'endométriose. Moi, j'ai pas mal de gens de ma famille qui en souffrent. Je voulais savoir, j'ai l'impression que c'est quand même assez récent cette prise de conscience globale. Est-ce que vous voyez de manière sous-jacente d'autres choses qui sont en train d'émerger et dans lesquelles vous avez déjà anticipé justement des nouveaux accompagnements? Parce que ça fait combien de temps, 5 ans, 10 ans qu'on en parle de l'endométriose de manière un peu grand public? Je pense qu'en France, ça fait à peu près 5-6 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'est le seul pays du monde où on en parle autant. Vraiment. Très, 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 très largement. C'est-à-dire qu'en France, vous faites un micro-trottoir, vous demandez à n'importe qui dans la rue ce que c'est l'endométriose. Déjà, il aura vraisemblablement entendu le nom. Et il pourra dire au moins 2 mots-clés du type femme et règles, ou au minimum femme. Et c'est récent, non? C'est très récent. Oui, c'est très récent, c'est sûr.
mais on est loin, mais vraiment extrêmement loin d'avoir ce niveau de connaissance de la pathologie ailleurs dans le monde, vraiment, vraiment. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'on vit ici, donc on a l'impression que cette prise de conscience, en fait, elle est globale, alors que pas du tout. Et je pense qu'en santé des femmes, d'un point de vue général, les prochains sujets dont les gens vont vraiment commencer à comprendre l'ampleur, c'est d'un point de vue général la fertilité, en fait. Et l'ampleur, compris les processus de fertilité dans la conception des enfants, c'est un couple sur 5 qui va avoir recours à une PMA d'une nature quelle qu'elle soit, ce qui est vraiment énorme. Et c'est un sujet qui est encore très tabou, donc on en parle assez peu. Et l'endométriose, évidemment, en fait partie, mais aussi les autres pathologies gynécologiques et puis, évidemment, la partie masculine aussi du problème. Alors, je vais me mettre avec ma casquette entrepreneur. Est-ce que pour vous, c'est une belle opportunité de business? Bah oui, absolument. Il n'y a pas d'offre. Il y a énormément de demandes et pas d'offres. Le problème, par contre, c'est que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un tel retard sur le sujet de la femtech, c'est qu'il manque la couche de base de connaissances pour développer ces produits. Il y a extrêmement peu de recherche qui est faite en santé des femmes en général. Il y a très peu de données qui sont disponibles. Nous, on a rassemblé la plus grande base de données au monde d'imagerie de la femme. Et cette base de données ne contient que 12 000 patientes, ce qui est absurde quand on y pense, parce qu'il y a quand même 3-4 milliards de femmes dans le monde. En rassembler 12 000, que ce soit la plus grande base de données au monde, c'est fou. Et donc, évidemment, ça force toutes les entreprises qui développent dans ce secteur à être des entreprises extrêmement verticalisées, c'est-à-dire à produire leurs propres données, ce qui est à la fois très coûteux et puis très long, à exploiter ces données et puis à commercialiser ce qu'elles en sortent. Et donc ça, c'est une des grosses barrières à l'entrée pour traiter ça. Et puis après, évidemment, une question un peu générale d'intérêt pour ces sujets, d'où l'avantage de leur donner de la visibilité, ce qui va aussi intéresser tout le monde à ces problèmes, et notamment les investisseurs. La partie protection, vous l'évoquez sur la partie, je pense, cyber, parce qu'elle est cruciale dans le fait que vous gériez tous les deux beaucoup de data, mais peut-être aussi en partie brevet, vous concernant Bertrand. Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place et puis aujourd'hui, comment vous êtes accompagné dans ce cadre-là? Alors, c'est très important pour nous. Il y a plusieurs formes de protection de la propriété intellectuelle. Il y a les brevets. Et on est accompagné par un excellent cabinet depuis le début qui est basé dans le 14e. On reste francilien et qui nous connaît bien et qui nous aide à gérer, non seulement à déposer les brevets, mais à les gérer aussi, puisqu'on arrive à des degrés de maturité qui font qu'il y a le choix de pays, etc. Il y a d'autres dimensions aussi sur la propriété intellectuelle. Il y a les contrats que la société émet avec les stagiaires, les employés, etc., qui peuvent poser problème parfois. Par exemple, on a un stagiaire de Californie où le droit n'est pas protecteur et les conventions de stage, il y a des choses un peu bizarres comme ça auxquelles il faut faire attention. Et puis il y a le savoir-faire aussi qui est quelque chose sur lequel on reste discret, même secret, et qu'on ne brevette pas pour ne pas le dévoiler. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes et qui permettent ensuite, quand on a un bon portfolio de brevets, d'être mieux financé, de rassurer les partenaires, d'avoir une place, une voix un petit peu plus forte quand les produits commencent à fonctionner. Charline Hamnel, il y a des accompagnements là-dessus qui sont très importants d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de quasi-souveraineté dans ce cadre-là? C'est-à-dire qu'on voit la souveraineté sur certains environnements. Est-ce que quand on a ce type d'approche, on se doit maintenant de garder aussi en partie chez nous ces productions-là pour continuer à se soigner et être assez autonome? Oui, c'est le sujet de la souveraineté, c'est un des maîtres mots qu'on essaye de promouvoir dans notre action. Et on vit dans un monde dangereux. Et donc, il faut qu'on protège nos richesses. Et donc, en effet, enjeu de souveraineté. Et si je suis très promotrice de la région Île-de-France, oui. La souveraineté de la région Île-de-France, bien sûr en restant ouverte sur d'autres régions d'Europe, mais est un peu au cœur de nos sujets. Vous avez quand même plus de 33% du PIB français, je crois. 33% du PIB français, et puis pour rebondir sur le visage que vous avez dessiné de l'Île-de-France en matière de R&D, c'est vraiment spectaculaire. Le nombre de chercheurs, c'est 11 000 chercheurs sur les sujets de santé en Île-de-France. C'est 50% de la R&D nationale qui est produite ici. Donc c'est un de nos biens les plus précieux. Je voudrais dire quelque chose qui
très important, c'est qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait beaucoup de fierté régionale et nationale, mais il faut qu'elle soit très ambitieuse. Je pense que la vision de la start-up qui est rachetée par une grosse boîte, quelle qu'elle soit, mais en général américaine, de trouver extraordinaire d'être acheté par un Google ou par un nom prestigieux, Nvidia ou autre comme ça, pose problème. C'est très bien, c'est bien économiquement et ça crée des belles histoires d'entrepreneuriat, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Il faut qu'on soit capable, en Europe, en France, de créer aussi des grands champions internationaux. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et ça, c'est un accompagnement et un changement de mentalité où l'ambition, ça n'est pas d'être racheté même plusieurs milliards, c'est d'être indépendant et de créer une belle société internationale, me semble-t-il. Et c'est pour ça aussi qu'un autre volet de ce qu'on souhaite faire, c'est vous accompagner à l'international. Parce qu'en fait, on veut que ce soit vous qui attaquiez en premier. Et on a plein de dispositifs et on vient de renouveler un partenariat avec Business France hier ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais on vient de le renouveler pour vous aider à aller sur des marchés, identifier des secteurs et vous accompagner. La région aussi, vous avez vos propres dispositifs. Je pense qu'il faut d'ailleurs qu'on soit meilleur sur la collaboration et la coordination. Ça, il reste encore des choses à faire, même si ça marche bien. Mais pour nous, c'est très important que c'est très bien de développer, mais il faut vendre en fait derrière. Donc, on est vous êtes des chefs d'entreprise et le business, c'est en vendant et en déployant vos solutions partout. Et c'est comme ça que vous serez fort. Et c'est comme ça que demain, vous rachèterez les boîtes qui sont à l'étranger. On arrive évidemment sur la fin de cette bulle qui est passée à une vitesse incroyablement folle. Raphaël, je vais vous laisser le mot de la fin. Dans 3 ans, vous nous voyez où? Vous vous voyez où? Dans 3 ans, du coup, on aura notre premier produit et normalement même notre deuxième qui sera arrivé sur le marché. On traitera plusieurs dizaines de milliers de patientes par an, notamment en Ile-de-France, mais surtout à l'étranger, parce qu'exactement comme vous le dites, je pense que c'est un terreau extraordinaire pour créer les produits, mais le marché de l'Ile-de-France est évidemment tout petit par rapport au marché mondial. Et donc, en particulier aux États-Unis, c'est là où on va commercialiser en premier nos différents produits une fois qu'on aura réalisé et terminé nos études cliniques. Merci beaucoup. Bertrand, dans 3 ans, racontez-nous tout. Dans 1 an, un petit peu plus d'1 an, on sera chez les premiers patients. Et dans 3 ans, eh bien, j'espère on aura terminé nos essais sur des patients et on sera en attente de la validation pour devenir commerciaux aux États-Unis et en Europe. On va commencer par ces 2 continents et on sera certainement en train de réfléchir ou d'acheter des sociétés justement à l'étranger pour s'établir de manière plus large et très ambitieuse aussi. Jérôme Bouquet, Charline Avenel, je vous laisserai évidemment le mot de la fin. Jérôme Bouquet, dans 3 ans, cet accompagnement, on en sera où? Nous, on espère qu'on aura une belle usine rebotée, alors peut-être pas dans Paris, mais dans l'Essonne, dans la Seine-et-Marne, c'est très très bien. Et en fait, on voit, moi, quasi quotidiennement, j'ai quasiment un projet par jour dans le domaine du médical et en fait, c'est réjouissant, en fait, parce qu'on se dit... c'est bien de vieillir et de voir que tous ces projets arrivent. Donc, c'est très égoïste ce que je dis, mais c'est extraordinaire. Et l'intelligence artificielle vient avec de la donnée, de l'accumulation de donner vraiment une démultiplication de tous les champs du possible. En plus, on développe encore plus vite. Donc, dans 3 ans, je suis globalement incapable de dire ce qu'il y aura parce que ça va tellement vite et c'est extraordinaire. Et aussi, tout à l'heure, tu donnais ton parcours. C'est super de voir qu'on a des gens qui sont plutôt de formation académique et qui se disent « je veux être chef d'entreprise ». Et ça, maintenant, on l'a vraiment. Donc, c'est génial. Et donc, dans 3 ans, ce sera encore plus génial, je pense. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Charline Avenel. J'essaye aussi de me projeter dans 3 ans et je le fais sur l'objet Femtech dont j'ai un peu parlé ce matin. Dans 3 ans, on aura levé 20 millions d'euros. On aura accompagné, j'espère, une quinzaine d'entreprises.
On aura fait de ce projet qui est un instrument de financement, un grand projet à l'échelle de la région. Et ça veut dire qu'il n'y a pas que l'instrument de financement qui nous intéresse. Il y a le développement de la recherche sur la santé des femmes. Il y a une coalition d'acteurs à créer et on aura pris notre place dans ce sujet. Et puis, si je me tourne vers vous, on vous aura accompagné, j'espère, à l'export pour vos prochaines étapes. Peut-être que vous serez venus vous faire financer dans le fonds Femtech. Et puis vous, on vous aura accompagné sur le foncier, on vous aura trouvé des mètres carrés, peut-être des hectares bientôt. Et on continuera à suivre vos développements. Voilà, une vision à la fois ambitieuse pour nous tous, mais une vision aussi très, très concrète d'accompagnement au plus près de vos besoins. Et on a très envie de continuer à vous suivre. Merci à tous pour cette magnifique table ronde. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. Et puis surtout, merci d'adresser tout particulièrement cette thématique de la santé des femmes en Île-de-France. Voilà. Merci, on se retrouve dans 10 minutes pour une bulle spéciale Occitanie.